Je vais juste faire un peu de trolling ici pour vous parler de la réception donc, de cette telenovela, Mouchetsem Yozil, que je vais dire Suleyman, parce que dans ma tête, c'est clair. Et en fait, je parle de la réception, non pas de l'audience, mais de la réception par les médias roumains. Donc que ce soit bien clair d'emblée. Donc à l'arrivée de Canal Dogan dans le paysage médiatique roumain en 2007, les contenus turcs, au premier rang desquels donc les séries télévisées, occupent rapidement les prime time donc, de la chaîne, Canal D. Et depuis septembre 2012, Suleyman Magnificul est fréquemment leader d'audience, tout contenu confondu. Seulement, l'enthousiasme pour la série ne s'étend pas aux autres contenus diffusés par la chaîne. Alors, au-delà des revues revues de presse occidentales qui classent la série comme une série culte, sans soucier de l'accueil toujours spécifique qu'il reçoit dans les différents pays, et au-delà des chiffres d'audience, surtout en Roumanie, qui ne veut plus rien dire compte tenu du fait que beaucoup de personnes regardent les séries par Internet, j'ai choisi d'analyser sa réception par les médias roumains en la replaçant en fait dans 3 contextes historiques pour rendre compte ainsi d'une contre-diplomatie culturelle non étatique. Alors, la première... alors, du coup, je ne sais plus qu'est-ce qui... Voilà, c'est ça. Donc, la première histoire dans laquelle je vais contextualiser la réception, l'histoire des fictions patrimoniales, cinématographiques puis télévisuelles en Roumanie, l'histoire de la télévision roumaine et l'histoire du rapport de l'élite culturelle et citadine à la culture populaire. Donc, je commence par l'histoire des fictions patrimoniales. Alors, quelle histoire de ce genre en Roumanie ? Donc, les fictions patrimoniales existent dès le début du cinéma roumain, du fait de son lien avec la propagande. Donc, un film de Independența României 1912, qui est un film en fait de propagande à la gloire du roi Carol Ier, qui prend la forme d'un hymne aux soldats paysans roumains qui ont combattu pour l'indépendance de la Roumanie en 1877 contre l'armée ottomane conduite par Osman Pacha. Donc, je crois qu'on est de l'autre côté, hein. Ils ont gagné. Deuxième point, ces grands récits connaissent en fait une fortune particulière à partir des années 1960 dans une industrie qui possède enfin des grands studios sous le règne de Nicolae Ceausescu, et donc ces fictions patrimoniales, donc là voici quelques titres, revisitent l'histoire de la Roumanie sur le ton sérieux de la reconstruction historique, avec un soin apporté à l'authenticité des décors et des récits. Elle couvre une période donc, qui va du royaume des Daces, 1er siècle après Jésus-Christ, jusqu'au début du XVIIe siècle. Ces fictions empruntent aussi à un autre genre typiquement balkanique, que sont les films de Haïdouks, qui en fait sont des bandits de grand chemin qui ont joué dans l'imaginaire national roumain, mais en fait dans toute la péninsule balkanique, un petit peu le rôle de justicier populaire pendant la période fanariote, donc quand les principautés roumaines se trouvaient sous le joug ottoman, entre guillemets, du XVIIe siècle au début du XIXe siècle. Et donc, quelqu'un comme Dino Coccia va réaliser 8 films à très très grand succès. Alors, quel que soit le genre de ces films, ils partagent en fait un même arc narratif, c'est celui de la libération de la nation roumaine, qui n'existe pas encore en tant qu'État, dans les récits, hein, pas dans la réalité, et donc la libération de la nation roumaine du joug des empires romains, russes et ottomans, et donc une glorification du peuple et de ses leaders charismatiques. Je vous rappelle, on est sous le règne de Ceausescu, le lien se fait assez rapidement. Alors, pourquoi toutes ces informations et quel lien avec Suleyman ? Alors, j'en vois 4 pour une petite conclusion. 1, ces fictions patrimoniales n'existent plus depuis la chute du communisme. Depuis 1990, les films de reconstruction historique se limitent en fait à la période du communisme et sont en fait des revisites critiques de cette histoire par la nouvelle vague. 2, dans une économie caractérisée par la rareté des moyens et des infrastructures de production et de diffusion cinématographique en Roumanie. Alors là, je vous montre simplement quelques chiffres. Alors, en essayant d'attirer votre attention sur cette ligne-là, pour le nombre de films roumains produits donc par an, on est entre, pour une production exclusivement nationale, on est entre 10 et 13, je crois, quelque chose comme ça. Et pour la diffusion, on voit que ces films ne représentent en fait ici qu'à peu près 9 à 12% des films qui sont diffusés. Et surtout, et c'est ça le plus différent avec la France par exemple, c'est qu'on a une fréquence de séances par habitant par an qui est à 0,4. Donc la France est à 3,2. On est vraiment dans une
dans une autre économie. Ce qui explique qu'en fait, aujourd'hui, les grands récits ou les fictions patrimoniales sont nécessairement télévisuelles. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, les quelques fictions patrimoniales télévisuelles qui sortent à la télé se soldent par des échecs d'audience et leur production s'arrête au bout de la première saison. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les séries à succès n'ont plus rien de patrimonial, ou en tout cas ne touchent plus à l'histoire de la Roumanie. Elles empruntent davantage en fait à des conventions génériques autres, comme celle du mélodrame, avec Gypsy Earth, du sitcom, avec The Crazy Hospital, ou de la comédie. Ce qui explique donc que quand la presse roumaine s'intéresse au phénomène Suleiman, c'est aussi pour se lamenter que les producteurs roumains n'aient d'avoir plus ces fictions patrimoniales, en gros, que la Roumanie ne produit plus de grands récits historiques. Alors là, je vous propose de lire ensemble, parce que c'est absolument magnifique. En regardant les autres faire leurs images et gagner de l'argent avec ça, tu as envie de taper du poing sur le sol ou sur la table et crier « Mais notre histoire, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi nous ne faisons pas pareil ?» Nous avons, nous aussi, notre lot d'intrigues et de luttes pour le pouvoir. Nous avons des seigneurs courageux, des prétendants envieux, des commandants méritoires, des boyards perfides. Mais de tels sujets ne passionnent pas les producteurs. Ils fonctionnent selon le principe que c'est notre présent et non notre passé qui est glorieux. Alors il ne faut pas s'étonner que notre telenovelas se nomme Gypsy Earth, ce qui est profondément désappointant pour des Roumains. Et ça, je précise que c'est dans un article qui est consacré à Suleiman. Hein. C'est la conclusion de l'article. Deuxième contexte historique, l'histoire donc de la télévision roumaine. Oh, désolé, là, le titre sort en français. Dans quel paysage médiatique arrive la série Suleiman en 2012 ? Alors, la télévision roumaine a connu beaucoup d'évolutions depuis la libéralisation du marché médiatique en 1992, mais on peut retenir 3 caractéristiques. La première, c'est qu'il y a une forte intégration entre les élites politiques et les élites médiatiques, observées dès l'ouverture du marché en 1992, mais qui s'observe toujours aujourd'hui. Depuis la seconde moitié des années 90, le paysage médiatique roumain s'est structuré autour de grands conglomérats qui détiennent agences de presse, journaux, chaînes radio et télévision, et surtout, depuis le début des années 2000, leur propre régie et leurs propres studios. Donc, deux conséquences à cela, ces conglomérats ont la possibilité de produire et diffuser donc leur propre contenu, sans faire appel à d'autres acteurs, et les chaînes concentrent en fait, donc ces chaînes de ces 4 conglomérats, concentrent 60% des audiences et surtout 90% des recettes publicitaires. Donc cette concentration des acteurs médiatiques s'est accompagnée en fait d'une homogénéisation des programmes. Depuis 1997, donc les chaînes ont adopté des grilles de programmation de type latino-américaine, où les séries télé et surtout en fait les telenovelas, d'abord importées, brésiliennes, sud-américaines, mexicaines, puis les séries roumaines occupent le prime time, ce qui explique par exemple que quand on parle de Suleiman, on parle bien de la telenovela Suleiman et pas du serial ou d'un autre terme. Donc sur ces deux derniers points, on comprend pourquoi Dogan Media Group n'a pas eu de peine en fait à trouver sa place quand ils sont arrivés en 2007 sur le marché, et dès 2010, ils étaient dans le top 4 des principaux conglomérats en termes d'audience et de recettes publicitaires. Enfin, la troisième histoire, à nouveau, je suis désolé, c'est le titre français qui sort, l'histoire du rapport de l'élite culturelle et citadine à la culture populaire. Alors là, il me semble important de reconstituer le succès. Alors, le succès de la série Suleiman a mobilisé en fait un ensemble d'acteurs et de discours inédits autour des raisons du succès de cette série. Depuis l'adoption de ces grilles latino-américaines, c'est la première fois que des revues dites culturelles ou de vulgarisation d'histoire par exemple, s'attachent à ces formats qui sont considérés comme populaires. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est qu'on a donc une augmentation importante du nombre d'articles qui sont consacrés à Suleiman dans la presse. Il faut toutefois prendre soin, si on suit simplement les chiffres, à bien inscrire cette évolution aussi dans justement l'évolution du champ médiatique, comme je le précisais, qui est caractérisé par la formation de grands conglomérats médiatiques, homogénéisation des programmes et une convergence des discours. Mais toutefois, ça avait en fait pour conséquence que jusqu'en 2012, les storytelling, c'est-à-dire les développements autour des séries, se faisaient au sein d'un seul groupe. La série du groupe, vous voyez ces acteurs, par exemple, apparaître dans les shows de différentes chaînes du groupe, mais jamais en dehors.
et les audiences étaient couvertes en fait par les agences de presse du groupe. Sauf qu'avec Suleiman, et cela est inédit, les storytelling autour de la série en fait transcendent les limites du groupe. Là, tous les groupes en parlent. Et troisième point, les informations fournies par la presse quotidienne et sur les télénovelas roumaines et étrangères étaient toujours classées dans la rubrique People, avec des nouvelles sur les actrices, acteurs, et où relevé simplement du factuel, voilà les audiences, nanana, pas plus, on n'en parle plus parce qu'on n'en parle pas plus. Mais là, avec Suleiman, apparaissent d'un seul coup dans la presse quotidienne des historiens, des chercheurs en sciences sociales, pour éclairer les raisons de son succès. Alors s'il fallait en rester là, on pourrait se dire Suleiman a ouvert la route pour une plus grande légitimité culturelle des séries télé. Elles sont enfin reconnues comme un objet digne d'intérêt. Or, c'est pas du tout à ça qu'on arrive si on s'intéresse aux principaux topics de ces articles. Il y en a 3. D'abord, un grand nombre de ces articles et d'acteurs utilisent le terme Suleiman pour présenter des éléments de l'histoire et de la culture roumaine de l'époque de Suleiman. Ainsi, la découverte de ruines du XVIe siècle à Timișoara, donc en Roumanie, est intitulée « Découverte surprenante sous la mosquée de Suleiman le Magnifique ». Alors, vraisemblablement dans la pratique journalistique, en fait, Suleiman est un petit peu une marque de la culture populaire qui permet d'attirer du lectorat vers les contenus art, histoire, culture, littérature, moins attractifs en fait que les rubriques People par exemple, ou les faits divers. Ça c'est le premier point. Le deuxième, ce brusque intérêt pour la série a principalement porté sur l'authenticité de la reconstruction historique proposée par les producteurs de la série. Alors là, j'aurais pu vous faire une liste de, effectivement, on s'habillait comme à la cour vénitienne à Istanbul, donc tout un ensemble de critiques sur le fait que de toute façon la série n'est pas cohérente d'un point de vue historique. Là, je passe vraiment les détails, c'est pas important. Et troisième point, pour les différents acteurs, le succès de la série ne s'explique pas en fonction de la qualité des arcs narratifs ou des décors ou la mise en scène, donc on n'en parle pas du tout, mais en raison des composantes de l'identité nationale roumaine. Donc pour reprendre le terme d'un analyste média dans le journal Adevărul, Canal D a exploité intelligemment un type d'éthos que l'on retrouve sur Ethno TV et Taraf TV. Je vous ai mis en fait le type d'éthos que l'on pourrait voir sur ces chaînes. Donc, en gros, populaire, kitsch, très mauvais genre. Et cela fonctionne très bien parce que nous avons un ego balkanique et une identité paysanne. J'arrive à ma conclusion, enfin presque, parce que je vais arriver surtout à ce qui me semble le plus important. Donc, je veux juste attirer sur votre attention que la réception et l'engagement des audiences sur les réseaux sociaux, vraiment vu de loin, parce que je ne me suis pas vraiment attaché à ça, montrent une véritable maîtrise des audiences, des conventions génériques, une connaissance des arcs narratifs, une participation et un engagement au récit transmédia produit avec Canal D, en tout cas sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. D'accord. Sauf que les médias roumains proposent en fait, en revanche, une contre-narration patrimoniale sur notamment ces 3 points que j'ai suggérés, mettant en fait en œuvre, c'est là que j'appelle une espèce de contre-diplomatie culturelle de type non étatique. Et je voudrais en fait, donc pour terminer, vous montrer du coup un court-métrage de 2 minutes de type humoristique. C'est une battle entre Suleiman le Magnifique et Vlad the Impaler, donc Dracula. Et en fait, il résume toutes les composantes de cette diplomatie culturelle entreprise par les médias roumains, qui est d'abord, 1, la panne des fictions patrimoniales ou des grands récits nationaux. 2, il y a un nationalisme latent dans le rapport des élites à la culture populaire, parce qu'en fait, la culture roumaine, c'est la culture populaire, sinon c'est automatiquement la culture ottomane, donc c'est problématique. L'inscription ambiguë de la Roumanie, donc entre cette zone de l'Europe orientale ou balkanique, entre Orient et Occident. Et enfin, il y a une dimension ironique, et tous ceux qui connaissent la Roumanie, les médias roumains la connaissent bien, cette espèce de flagellation quand on propose des narrations patrimoniales roumaines qui ne sont jamais vraiment bien. En fait, nous, les Roumains, pauvres de nous, vai de noi, nous faisons toujours moins bien que les autres. Donc voilà, en 2 minutes, le résumé de ma présentation. Suleiman Sunt eu, m-am născut la Sighișoara și aveam în curând să bag spaima în toată țara. Vlad Dracu era tata, mama era la fel. Îmi zicea, du-te dracu când mă trimitea la el. Mulți îmi spun Dracula, e cazul să te înfiori. Tu știi că la domnie eu am fost de 3 ori. De furia mea, nimeni să știi nu scapă. Așa că te aștept, tulcule, cu o mare țeapă. Salutare Țepeș, îți vorbește inamicul. Bărbații spun Zuli, femeile magnificul. Acum sute de ani erai primul România. Dar azi ești expirat, acum alta e șmecheria. Lacrimi de iubire sau inimă de țigan. Fac audiență cât face Suleiman. Trăiesc într-un palat și o fac în bogăție. Am fete în harem cât să n-ai de domnie. Sunt un sex symbol acum.
eu sunt la putere. Așa că nene Vlad ai pierdut. Zic la revedere, ei. Cum să crezi tu, Suli, că mă tem de un bărbat ce vine dintr-o țară unde tot servezi rahat? Eu am clădit un stat care acum e în Occident. Al tău era celebru pentru Bluci și pentru Kent. Poate ai un film, dar nici eu nu sunt departe. Presocker a scris despre mine chiar o carte. Și crede-mă când spun că eu am creat belele. La mine a fost pe bune, nu au fost telenovele. Dacă la tine în film plângi de parcă ai tăia ceapă, la mine în cetate plângeai că erai în țeapă. Toată lumea știe că mai tare-i Suliman. Uite-te la mine, sunt mai mare la turban. Da, e chiar mișto și voiam să te rog poate mi-l împrumut și mie că nu am oală de noapte. Cum poți tu să spui că ești în mai mare formă când vii din țara în care se mănâncă doar șaormă? Stai, te rog, turcește și gândește-te puțin. Nici dacă o să frești tu lamba lui Aladin, n-o să fii ca mine, nici ca tatăl meu săracu. Și apropo de tata, știi ceva? Du-te dracu! Plădus, fă ce vrei, n-ai decât să mă înjuri. Dar știu că tu faci asta că-s mai bun și nu înduri. Toată România tare greu și amintește de tine, iar pe mine chiar non-stop mă urmărește. Un român de trei pot să spun că mi-este fan. Tipă ca la Dallas când rulează Suleiman. Când un episod e pe cale să înceapă, toți încremenesc, deci acum cine a luat țeapă? Dacă de bătaie și de lupte ești avid, lasă-mă pe mine bântuiel pe bazid. Că ești o statuie, Suleiman e în glorie. Eu sunt pe TV, tu în carte de istorie. Eu sunt pe TV, tu în carte de istorie. Eu sunt pe TV, tu în carte de istorie. Eu sunt pe TV, tu în carte de istorie. Eu sunt pe TV, tu în carte de istorie. Merci beaucoup.